ça va me plaire. Vous avez 3 grands économistes qui font une tribune pour dire tout est factuellement faux dans l'argumentaire en faveur de la capitalisation. Et donc voilà, moi si vous voulez, j'écoute les grands économistes. Il y a marqué économiste, donc c'est qu'ils doivent être bons. Vous n'êtes pas prêts? Alors déjà, on va regarder à qui on a affaire. Jean-Marie Haribey, né en 1948, d'accord. Les économistes atterrés, d'accord. Maître de conférence, d'accord. Alors, qui d'autre? Pierre Calfa, donc syndicaliste et membre du Conseil économique et social. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir un petit pattern chez ces gens qui défendent la retraite par capitalisation. Et Christine, il y a marqué femme auteur. Vous nous dites que c'est une économiste, mais elle, quand on lui demande, elle dit qu'elle est femme auteur. Et donc, voilà, on est sur de la... Non mais sérieusement. Non mais je vous promets qu'on va discuter des arguments, mais donc on a en gros 3 gros boomers gauchistes qui manifestement ont vécu de l'argent public, qui nous disent que la retraite par capitalisation c'est pas bien, et la retraite par répartition c'est très bien. Je vous rappelle quand même le deal, la retraite par répartition c'est un système de Ponzi qui fait que vous avez toujours besoin de nouveaux entrants comme ça pour nourrir le système. Le problème c'est que la base s'est rétrécie, et donc vous avez des boomers qui ont cotisé 1 euro pour en récupérer 2, et vous avez aujourd'hui Nicolas, nous tous, hein. Nicolas peut s'appeler Karim d'ailleurs, hein, le contribuable français qui aujourd'hui cotise 1 euro pour récupérer quelque chose comme 50 centimes, et ça va s'aggraver parce que vu que le système est complètement en faillite, eh bien on va augmenter la durée de cotisation, enfin c'est absolument n'importe quoi, et vous avez donc des gens qui ont bénéficié du système, en plus d'avoir bénéficié de nos impôts, qui nous expliquent que tout est factuellement faux dans l'argumentaire en faveur de la capitalisation, donc on va débunker ça. Donc partagez ça, hein, si vous connaissez des boomers de gauche, ou si vous connaissez des gauchistes, ou si vous connaissez des gens qui disent « ouais, moi je suis pas de gauche, mais... » et qui commencent à vous défendre ce système de Ponzi, et on va débunker ça. Alors, les économistes machin bidule font une tribune pour dire que la retraite par capitalisation subit les mêmes contraintes démographiques que celle par répartition, donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont être capables de démontrer ça, mais ça relève du délire, et en plus elle est soumise aux aléas financiers, donc j'anticipe déjà, oui, la crise des subprimes, et elle n'est accessible qu'aux Français les plus riches, écoutez, on va se régaler. Dans un contexte de crise du système productif dans la plupart des grands secteurs, vous lisez ça, vous savez que c'est des gros marxistes de base, dans la plupart des grands secteurs de l'économie mondiale, et devant la menace d'un éclatement d'une crise financière à tout moment, non mais déjà... Déjà ça va pas du tout, parce que c'est quoi la crise du système productif dans la plupart des grands secteurs de l'économie mondiale? La crise du système productif, si vous prenez un pays comme la France, c'est que pour produire, une entreprise doit payer énormément de charges et d'impôts, elle doit payer énormément de charges et de salaires, donc ça veut dire qu'on a une économie productive qui est complètement parasité, qui est complètement phagocyté par un secteur public complètement fou. Et vu qu'on s'est dit que c'était une bonne idée de financer la dépense publique par de la dette, et on se retrouve en plus avec un État qui, en plus des impôts massifs qui nous puisent, utilise l'argent qui nous prélève, non pas pour faire des routes et des infrastructures, mais pour rembourser les intérêts de la dette. Donc c'est là qu'on en est, hein. Le socialisme nous a emmenés là quand même. Et la retraite, vu que c'est un système en faillite, contribue à ça, hein. Contribue au fait qu'on doit produire toujours plus de dettes pour faire tenir le Ponzi. Et la menace d'un éclatement d'une crise financière à tout moment, mais ça c'est la base en fait. T'as toujours une menace de crise financière, t'as toujours une crise financière. Et donc on va dézoomer un petit peu pour que vous commenciez à comprendre. Pendant combien de temps on investit quand on investit pour notre retraite? Quand on investit pour notre retraite, on investit sur quelque chose comme 35 ans. Je sais pas combien, je crois que c'est 37 annuités, enfin j'ai pas suivi ce truc, de toute façon j'aurais pas de retraite française, mais le point c'est que on investit sur une longue période, si on capitalise. Et donc, ouais, regardez la crise des années 2000, t'en fiches complètement qu'il y ait une crise dans les années 2000, voilà, t'as peut-être 10 ans où ça fait du surplace, et encore, si tu es en phase où tu capitalises régulièrement, ça te permet de racheter plus bas, et donc de revenir à l'équilibre bien avant que ça remonte sur ces derniers plus hauts, et si t'es en phase de capitalisation, tu touches tes dividendes, tu t'en fiches complètement. Les entreprises ont en moyenne pas franchement baissé leurs dividendes au cours de cette période, donc ça n'a absolument aucun sens de
dire il ne faut pas investir parce qu'il va y avoir une crise. Il y a toujours des crises et l'économie se relève toujours des crises. Donc il faut quand même arrêter de délirer avec ça. Alors la campagne en faveur d'un système de retraite par capitalisation a quelque chose de surréaliste, sinon d'ubuesque. Cette campagne prend une ampleur renouvelée avec la manœuvre de toutes les forces conservatrices qui veulent restreindre le système de retraite par répartition, sinon en finir avec lui. Donc c'est-à-dire que t'as 3 boomers qui sont agrippés à leurs privilèges et qui traitent les gens qui essaient d'aller vers un système plus juste et plus efficace de conservateurs, donc c'est absolument n'importe quoi. Dès l'ouverture des négociations dans le cadre du conclave voulu par le président Bayrou, le patronat français par la voix du MEDEF a fait savoir qu'il s'opposait à l'augmentation du taux de cotisation de vieillesse, qu'il fallait introduire une dose ou un pilier de capitalisation pour compléter le système par répartition. Cette proposition fut théorisée par la Banque mondiale dans les années 90 à l'aube de la mondialisation néolibérale. On n'a toujours pas compris ce que c'était, hein. La mondialisation néolibérale, on n'a toujours pas compris ce que c'est. Nous, tout ce qu'on a vu, c'est que les impôts en France n'ont cessé d'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc la mondialisation néolibérale, on l'espère, on l'attend, mais c'est pas encore arrivé en France. Repris en cœur par tous les partisans du capitalisme financier, donc on ajoute financier, comme ça, je sais pas, ça fait peut-être plus peur aux gens qui n'y connaissent rien. De façon générale, je pense que les gens, pour pouvoir se déclarer économistes, il faudrait qu'ils aient fait autre chose que être payés par nos impôts à l'université. Faudrait qu'ils aient créé une boîte pour voir ce que ça fait. Faudrait qu'ils aient payé des impôts sur le chiffre d'affaires, des cotisations patronales. Faudrait qu'ils aient dû souscrire à tout un tas d'assurances stupides qui sont en grande partie une mafia pour comprendre ce que ça fait, pour comprendre tous les parasites que traîne un chef d'entreprise. Et puis il faudrait peut-être qu'ils aient investi plutôt que d'avoir une version complètement délirante de la finance. En tout cas, il continue, disons-le tout nettement, tout est factuellement faux dans l'argumentaire en faveur de la capitalisation. La retraite par capitalisation resterait soumise aux mêmes contraintes démographiques que celle par répartition, parce que ce sont toujours les actifs qui font vivre les inactifs, mais non, en fait, c'est là qu'ils n'ont pas compris. C'est là qu'il y a un gros problème. La contrainte démographique aujourd'hui, c'est justement ça. C'est que vu que les actifs doivent payer les retraites des inactifs, là effectivement, les actifs se font manger leur argent par les inactifs. Alors que dans la retraite par capitalisation, ton argent, tu le mets dans un véhicule. Ce véhicule, c'est un véhicule d'investissement, comme par exemple un ETF. Et donc, ça veut dire que ton argent travaille. Et puis à la fin, t'as plus d'argent. C'est tout. Et quand tu en viens au moment où tu vis de tes dividendes, et précisément, tu n'es pas un parasite qui vit sur le dos des autres. Tu vis du rendement de ton capital. Donc, ils ont absolument rien compris. Au moment de la liquidation des contrats, la compagnie d'assurance ou le fonds de pension doivent trouver de nouveaux entrants pour pouvoir verser les pensions. Et ceux-ci seraient les travailleurs du moment. En un seul mot, seul le travail ajoute de la valeur à partager. Mais c'est absolument n'importe quoi. Donc ça veut dire que ces gens n'ont jamais acheté un ETF. Ces gens n'ont jamais acheté une action et ils ont besoin d'essayer de faire une caricature de système de retraite par capitalisation pour que ça ressemble un peu à un Ponzi. Vous voyez ? Parce que le système de retraite par répartition, c'est un Ponzi. Dans un sens où on vous dit tu vas cotiser et à la fin tu auras une retraite, mais en vérité, ton argent, on ne te le rend pas. Ton argent a été consommé, il a été dilapidé pour payer les intérêts de ceux qui étaient déjà dans le système. Alors que la grosse différence fondamentale avec un système de retraite par capitalisation, c'est que toi tu investis pour toi-même, ton argent grandit et à la fin tu vis des intérêts de ton capital. Donc t'as pas un moment où tu dois vendre l'assurance vie ou je sais pas quoi, tu dois vendre le fonds de pension ou je sais pas quoi, c'est absolument n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils se représentent la retraite par répartition comme, je sais pas, un nouveau service public. Tu vas avoir des fonctionnaires qui vont venir pour essayer de gérer des fonds, etc. C'est absolument n'importe quoi. Donc cette idée que tu doives liquider les contrats, ça n'a absolument aucun sens. Mais cette idée que le fonds de pension doit trouver de nouveaux contractants, c'est absolument n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ensuite ? En un mot, seul le travail ajoute de la valeur à partager. On va y revenir, c'est faux, on va voir s'il développe un petit peu. Non seulement la croyance contraire relève de la fiction, ok, je vais te démontrer que non, mais comme Keynes le disait, tout capital doit être porté et sa liquidité pour tout le monde en même temps est impossible. L'épargne retraite et l'assurance vie ne changent rien à cette règle, on ne finance jamais sa propre retraite. Donc c'est à peu près n'importe quoi, donc on va le débunker point par point. En un mot, seul le travail ajoute de la valeur à partager. Donc ça, c'est du marxisme débile de base, parce que ceux qui ajoutent de la valeur à partager, c'est pas le travail, c'est le travail boosté au capital. Parce que ton mec, là, ton ouvrier qui travaille dans une usine de fabrication de iPhone, par exemple, c'est pas seulement son travail qui crée de la valeur. S'il est capable de monter des
des iPhones, c'est parce qu'il y a une chaîne de montage, c'est parce qu'il y a une usine, c'est parce qu'il y a des brevets. Donc ça veut dire que pour que le mec puisse être un rouage dans cette grosse machine qu'est l'entreprise, il faut qu'il y ait des gens qui aient mis du capital. Donc tu n'as pas de travail sans capital, mon pauvre petit guignol. Et le gros intérêt d'un système de retraite par capitalisation, c'est que en plus tu ajoutes la valeur temps. Dans un système de retraite par répartition, ce qui se passe, c'est que votre argent vous est prélevé, il vous est ponctionné pour arriver directement dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors que dans un système de retraite par capitalisation, votre argent, vous le gardez, vous devenez propriétaire de morceaux d'entreprise ou d'immobilier ou de ce que vous voulez, mais si on prend le cas d'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire que vous devenez propriétaire d'un morceau d'entreprise? Ça veut dire que vous apportez du capital pour booster le travail et pour créer de la valeur. Et donc ça veut dire que plus vous laissez votre argent travailler sur le long terme, et plus ça crée de la valeur. Donc dire que c'est le travail qui crée de la valeur, ça veut dire que c'est des gens qui probablement n'ont jamais travaillé. Parce que quand tu as travaillé, au bout d'un moment, tu te demandes, mais au fait, d'où viennent les outils que je peux utiliser pour faire mon travail? Ils viennent du fait qu'il y a du capital. Donc c'est capital plus travail qui crée de la valeur. Et dire que seul le travail crée de la valeur, c'est du négationnisme économique. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même arrêter de dire n'importe quoi. Donc on imagine 1000 euros. Donc tu vois, le 1000 euros, ça correspond, je sais pas, à un mois, 2 mois de cotisation. Ça dépend de combien on vous vole. Vous travaillez pendant, on va dire, 37 ans. Vous avez un intérêt, un taux d'intérêt, on va dire, de 7%. 7%, c'est ce que rapporte en gros le marché mondial net d'inflation par an, en moyenne. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quelque chose comme 12 000 balles. Donc tes 1000 euros se sont changés en 12 000 balles. Maintenant, imagine que chacune de tes cotisations a été investie, au lieu que tes cotisations aient été cramées, qu'elles soient passées directement de ta poche à la poche d'un retraité. Eh bien, ça veut dire que tu pourrais partir à la retraite beaucoup plus tôt et beaucoup plus riche. C'est ça le système de retraite par capitalisation, et c'est pas magique en fait. Le fait que tu changes 1000 balles en 12 000 balles, c'est pas magique. C'est parce que, vu que ton argent, au lieu de le consommer, tu as décidé de le mettre au service des entreprises, c'est-à-dire au service de l'innovation, au service de l'achat de matériel, au service de l'achat de brevets, au service du paiement de salaire, etc., eh bien tu as contribué à la création de valeur. Je ne sais pas s'ils sont bêtes ou s'ils sont malhonnêtes, mais en tout cas ceux qui le font, c'est essayer de défendre leur privilège de boomer, à savoir le droit d'avoir une grosse retraite. Et donc là on voit que l'article se termine, mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, vu que ces gens ne doivent pas être très travailleurs, et cet article qu'ils ont filé au monde, en fait ils l'ont refilé parce qu'ils l'avaient déjà publié ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? La capitalisation est condamnée à subir les soubresauts de la finance. Des centaines de milliers d'Américains ont connu cela après la crise des subprimes en 2007. Il n'y a plus aujourd'hui aux États-Unis de système par capitalisation à prestations définies, mais seulement des systèmes à cotisation définie. Ainsi, toute visibilité sur les pensions à venir est obscurcie. Donc, encore une fois, vous avez des gens qui, parce qu'ils ne connaissent absolument rien à la finance, confondent la volatilité et le risque. Le fait que les marchés se cassent la figure parfois, c'est normal. C'est normal que vous ayez parfois le marché qui se casse la figure, et après ça remonte. Après ça se recasse la figure, après ça remonte. Après ça se recasse la figure, après ça remonte. Après ça se recasse la figure, après ça remonte. Et donc si vous investissez régulièrement sur le long terme, eh bien pour vous, ça n'a absolument aucune importance. Vous continuez à investir tranquillement jusqu'au moment où vous commenciez à vivre des dividendes de vos investissements. Et donc vouloir faire peur en disant des fois il y a des crises, ouais, des fois il y a des crises, et si t'es malin, et même pas si t'es malin en fait, naturellement dans un système de retraite par capitalisation, tu continues à investir tranquillement, petit à petit, et ça te permet de racheter les creux pendant les crises, et ça te permet de construire une vraie richesse. Introduire la capitalisation pour sauver la répartition obligerait la génération des salariés actuels à payer 2 fois le temps de la transition entre les deux systèmes. Ça on me le demande souvent, oui, mais comment assurer la transition? Je vais vous le réexpliquer une 10e fois. Pour assurer la retraite des anciens et pour abonder les fonds de capitalisation, absurdité et incohérence avec la volonté du patronat de diminuer les prélèvements obligatoires, car les primes versées aux fonds de pension ou aux compagnies d'assurance s'ajouteraient aux cotisations. Alors, comment fait-on pour assurer la transition? Eh bien, on baisse massivement la dépense publique. Au lieu de financer des petits fonctionnaires à tout va, au lieu d'avoir 2 millions de fonctionnaires en trop, au lieu de financer un cinéma woke, au lieu de financer un théâtre woke, au lieu de financer des médias woke, au lieu de payer des soins de santé gratuits à la terre entière, au lieu de financer absolument tout et n'importe quoi, on serre la vis sur le budget. Ça veut dire que les actifs doivent moins financer
financer tout et n'importe quoi, et cet argent, ils peuvent maintenant l'investir pour eux-mêmes. Et une partie de l'argent qui est épargné, on peut l'utiliser pour essayer de maintenir un même niveau de retraite aux retraités actuels, mais je pense qu'on pourrait également s'assurer pour que, par exemple, les retraités de la fonction publique qui ont des retraites gigantesques par rapport aux personnes qui, dans le privé, payent un impôt pour une fois, et les gens qui ont une retraite géante dans la fonction publique payent un impôt pour financer la solidarité. Il faut être solidaire, les gars, mais une solidarité intragénérationnelle. Comme ça, on arrête de ponctionner les actifs, parce qu'au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Le rapport que vient de remettre la Cour des comptes à la demande du Premier ministre ne dit pas grand-chose de la capitalisation, sauf ceci, même s'ils sont limités, blablabla, ils sont coûteux pour les finances publiques, tant mieux, si c'est coûteux pour les finances publiques, il faut qu'il y ait moins de finances publiques. Et puis, ils en viennent à leur dernier argument, la capitalisation, en fin de compte, est une machine à accroître les inégalités, puisque pour capitaliser, il faut détenir du capital, et pour en détenir, il faut disposer de revenus élevés. C'est faux, un ETF, ça coûte 50 balles, tu peux mettre 50 balles dans un ETF, et encore une fois, si tu as beaucoup moins de charges à payer pour financer les retraites actuelles, tu as beaucoup plus d'argent pour pouvoir investir. Après, c'est juste de l'idéologie, le vieux rêve du capital et de transformer les travailleurs en minuscule capitalisme. L'impérialisme a toujours consisté à s'approprier des produits primaires à vil prix, blablabla. Et donc, je trouve que c'est vraiment le drame de la France, enfin un des nombreux drames de la France, c'est que nos impôts, en plus, payent ça. Nos impôts payent des soi-disant économistes, des économistes qui ne connaissent rien à l'économie, qui n'ont jamais participé à l'économie, des économistes qui n'ont jamais compris comment fonctionnait la finance, parce qu'ils n'ont eu pas besoin de s'y exposer, parce qu'ils bénéficient des largesses de Nicolas pour financer leur inactivité de syndicalistes, leur inactivité de membres du Conseil économique et social, leur inactivité de membres du Conseil scientifique d'attaque, en plus évidemment de leur, j'imagine, de leur salaire de maître de conférence, etc. Ces gens n'ont jamais eu à s'occuper de leurs finances parce qu'ils ont toujours été financés par les autres. Donc c'est un scandale qu'on ait comme ça des gens qui puissent s'appeler économistes. Je pense qu'ils font beaucoup de mal en répandant de la désinformation, et c'est pour essayer d'aller un petit peu contre ce courant, parce que le monde c'est aussi financé par nos impôts, donc on a vraiment comme ça une espèce de propagande qui vise à nous faire payer toujours plus d'impôts et à trouver ça normal, et moi je m'élève contre ça et j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à le dire dans un contexte où vous avez de plus en plus de répression politique contre les libres penseurs. Aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, et si vous voulez me soutenir encore plus et faire quelque chose d'utile pour vos connaissances et pour vos compétences, vous rejoignez la page Patreon. On parle régulièrement d'investissement, donc là j'ai répondu à toutes vos questions sur est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans le SP500, est-ce qu'il faut investir en Inde, comment est-ce qu'on évite le chômage face à l'IA, donc je réponds à toutes les questions que vous me posez, et vous voyez on prend le temps, là c'est une vidéo de 26 minutes, donc vous avez plein de contenus exclusifs sur cette page. On fait régulièrement des FAQ, je vous montre également comment j'investis, comment je construis un portefeuille qui bat le Nasdaq, parce que j'ai toujours en ligne de fond cette thèse que les ETF, si ça démocratise la finance, ça concentre quand même les liquidités dans un petit nombre d'entreprises, et donc ça vaut la peine d'apprendre à investir un petit peu en dehors des clous, et donc je vous présente plein de manières d'investir justement en dehors des clous, et c'est pas juste du blabla, parce que je vous présente des choses dans lesquelles j'investis effectivement, je vous montre comment ça marche, et ensuite vous faites votre petit marché, mais en tout cas vous avez plein de contenus exclusifs sur la page Patreon, donc si ça vous dit, rejoignez ça, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.